septembre 1977. Hier soir à Munich, un homme a vandalisé 3 grandes toiles de Dürer. Le plus grand iconoclaste recherché de l'après-guerre a été arrêté. Mon niveau d'anxiété est tel que je suis prêt à courir ce risque. Un homme a saccagé Guernica de Picasso à la bombe de peinture. L'île au musée à Berlin. Le 3 octobre 2020, en fin d'après-midi, un surveillant découvre plusieurs œuvres d'art endommagées au musée de Pergame. Le ou les assaillants ont vandalisé des tableaux et des sculptures à l'aide d'un liquide non identifié. S'agit-il d'une attaque à l'acide? Existe-t-il un risque pour le personnel de surveillance et les visiteurs? Malgré toutes ces questions en suspens, une certitude demeure. La vulnérabilité de l'art est une fois de plus exposée au grand jour. C'était un samedi, j'étais chez moi, j'ai appris par un collègue ce qu'il s'était passé. On parlait d'un liquide, mais personne n'avait pu l'identifier. Et au fil des heures, le nombre d'objets touchés n'a cessé d'augmenter. Près de 70 objets ont été vandalisés en un temps record sur l'île au musée. Comment un tel événement a-t-il pu se produire sur l'un des sites monumentaux les plus réputés au monde? Dès le lendemain, les premiers échantillons sont analysés en laboratoire. J'étais inquiet. Je me suis demandé ce que pouvait être cette substance, parce qu'il pouvait s'agir de quelque chose d'extrêmement toxique, de très nocif pour l'homme et pour ses œuvres d'art. La date de l'attaque est elle aussi énigmatique. Le 3 octobre étant le jour de l'unité allemande, mais également le jour de réouverture des musées berlinois après le confinement lié à la pandémie de Covid-19. Faudrait-il y voir un signe? Nous venions de prendre un nouveau départ, après une période très sombre dont nous espérions être enfin sortis. Les musées avaient réouvert leurs portes. Nous avions beaucoup réfléchi pour décider lesquels rouvrir en premier. Nous devions réorganiser tout le système de surveillance et c'est justement ce jour-là que c'est arrivé. Je dirais que ça a été quelque chose d'épouvantable pour nous tous, pour la direction des musées de Lille, pour nous qui travaillons au laboratoire et pour la police. Sur le moment, nous nous sommes sentis dépassés. Je me souviens que nous nous sommes rendus très rapidement sur l'île au musée pour examiner les lieux de l'infraction. Il n'y avait aucun message de revendication, ce qui naturellement ne nous permettait pas à nous enquêteurs d'avancer quelque hypothèse. Y avait-il un message politique derrière tout ça? S'agissait-il d'une action individuelle ou de groupe? Le rapide retentissement de l'affaire compliquera davantage l'enquête de René Allonge et de son équipe. De toute évidence, la nouvelle s'était répandue dans le monde entier et on estimait les dommages à plusieurs millions d'euros. L'affaire avait fait la une du New York Times. Cette attaque soulève bien des questions. Quel était le but du ou des assaillants? Et comment se fait-il que leurs actions aient pu passer inaperçues et qu'ils aient réussi à échapper à la surveillance des caméras? La vulnérabilité des œuvres d'art dépend de la philosophie de chaque musée. Si les musées font le choix de rapprocher le visiteur des objets exposés autant que possible, ces œuvres deviennent évidemment d'autant plus vulnérables. Cette affaire illustre l'éternel dilemme auquel les musées sont confrontés. Permettre au public d'approcher les œuvres tout en garantissant leur sécurité. Quelle proximité peut-on avoir avec l'art? Quelle distance et quel type de surveillance peut-on imposer aux visiteurs?
Imaginez une protection vraiment efficace contre la destruction des œuvres d'art et qui voudrait à ne pas les montrer, hélas. Et c'est pour ça que c'est un phénomène qui est un petit peu compliqué, c'est que les musées ont deux rôles, de conserver les œuvres et de les montrer au public. Et les deux peuvent rentrer un petit peu en contradiction sur les missions principales du musée. Donc, à part mettre toutes les œuvres derrière des vitres blindées comme la Joconde, ça serait difficile de ne pas risquer qu'il leur arrive quelque chose, puisque l'idée, c'est pas non plus de garder les œuvres dans des réserves et dans des caves pour seulement les conservateurs. Donc voilà, la seule solution, ça serait potentiellement de mettre toutes les œuvres sous vitre blindée. Après, la réception, on peut aussi s'interroger sur la réception de ce type d'œuvre. La Joconde qui est surprotégée, est-ce qu'on peut vraiment la voir ? La presse n'hésite pas à décrire l'affaire de l'île au musée à Berlin comme l'une des pires attaques commises contre des œuvres d'art depuis la fin de la guerre en Allemagne. Mais les restaurateurs finissent par lever l'alerte. La substance incriminée n'est finalement que de l'huile alimentaire, dont les traces sont effaçables. Mais cette attaque reste pour le moins mystérieuse. Nous sommes toujours un peu déçus, parce que nous aimerions évidemment découvrir la vérité, savoir qui est responsable de ces attaques et comprendre pourquoi ces événements se sont produits. Pour autant, j'étais ravi quand j'ai appris que ces œuvres n'avaient pas été irrémédiablement endommagées. Leur restauration a évidemment engagé des frais, mais elle a permis à ces objets d'exposition de survivre. Et c'est là l'essentiel dans cette affaire. À l'atelier de restauration du musée du château de Cassel, l'équipe de restaurateurs œuvre à préserver les peintures et objets d'art des aléas du temps. C'est ici qu'ont été partiellement restaurées les 4 œuvres de la Gemäldegalerie, victime d'un attentat à l'acide perpétré en 1977 par l'iconoclaste récidiviste Hans-Joachim Bollmann. Christian Ehrenfort s'est intéressé de près à cette affaire et à ses conséquences. L'acide a été projeté sur les tableaux et on suppose que ce sont les visages qui ont été pris pour cible. Puis l'acide a coulé, laissant de longues traînées parallèles jusqu'au bas, jusqu'au cadre, parfois même au-delà. Et ces dégâts sont comparables à des brûlures. L'acide a endommagé le matériau de manière irréversible en le brûlant et a fini par le détruire. C'est le pire des cas de figure. Aux grandes dames du monde de l'art, l'assaillant savait exactement quelles parties du tableau étaient les plus fragiles et les plus endommageables. Le plus difficile à reconstituer est évidemment un visage. Il faut vraiment prendre garde à ne pas surinterpréter. Il faut veiller à ne pas faire d'interprétation subjective. Quand on dispose d'une photo datant d'avant l'attaque, on peut copier. On peut discuter des détails ensemble, c'est l'idéal. D'imiter la signature lors de la reconstruction d'une œuvre est bien sûr un no-go, parce que ce serait un faux. Entre restaurer, reconstruire et justement dénaturer, les frontières peuvent parfois être très floues, trompeuses. Il faut donc être extrêmement vigilant, plutôt en faire pas assez que trop, ou s'effacer un peu derrière l'œuvre. Quand une œuvre d'art meurt-elle? Quelle part de l'original doit être détruite pour qu'elle ne soit plus considérée comme telle? Et qu'en est-il des traces laissées par de tels actes? Ces cicatrices peuvent-elles être visibles ou devraient-elles même l'être? Le Noli Me Tangere, représentant le Jésus de Willem Drost, un élève de Rembrandt, a été gravement endommagé lors de l'attaque de Cassel.
Jusqu'en 2005, il nous semblait irréparable. Ça représentait un travail de titan. Personne n'avait osé s'atteler à la reconstitution du visage du Christ. Puis nous avons étudié à nouveau très attentivement la photo datant d'avant l'attaque à l'acide. Nous avons agrandi davantage la zone qui était désormais endommagée, sur laquelle la tête du Christ avait été effacée. Et en parallèle, nous avons chargé une collègue restauratrice, qui est également plasticienne de formation, de s'en occuper. Et elle a merveilleusement bien réussi à reconstituer la tête à partir de l'ancienne photo. La restauratrice travaillera sur le tableau pendant près d'1 an. En 2007, la toile sera à nouveau visible pour le public, plus de 30 ans après l'attaque à l'acide de Bollmann. Dans ce cas, le visage était reconstituable et nous l'avons très bien réussi, ce qui nous a permis de triompher de l'auteur de cet acte. Mais nous n'avons pas, au vrai sens du terme, reconstitué ces visages. Disons plutôt que c'est comme si nous les avions remaquillés. Le dommage est toujours là et reste irréversible. Sous l'action du produit, la partie endommagée du tableau a disparu à jamais. Elle a été détruite. Ce qu'il y a de sournois là-dedans, c'est qu'au final, l'auteur de la destruction a laissé sa signature dans l'histoire de l'objet. Et j'ai l'impression que c'est probablement aussi parfois ce qui motive de tels actes. Il laisse inévitablement une trace dans l'histoire de l'objet. Pour certains auteurs de tels actes, comme pour Bollmann, le plus grand iconoclaste de l'histoire, cette soif de reconnaissance constituait un mobile et une motivation. En 1982, il sera libéré après avoir purgé une peine de 5 ans de prison. Lorsqu'il a été relâché, il était évidemment la terreur numéro 1 des musées. Et il racontait avec beaucoup de satisfaction que son portrait était affiché dans toutes les caisses des musées d'Allemagne et des pays limitrophes. Sa photo était dans tous les musées et le personnel savait très bien que si Bollmann débarquait, il risquait d'avoir des ennuis. Mais l'homme discret frappera à nouveau. En 1988, il se rend en train à Munich et prend pour cible l'ancienne Pinakothek. Il s'attaquera alors à 3 œuvres de Dürer et se laissera arrêter sans opposer de résistance. Une jeune femme qui devait faire partie du personnel m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Je crois lui avoir répondu que ma dévastation psychologique était bien pire encore que la dévastation que j'avais causée à ce tableau. 2 policiers sont apparus. Et alors qu'ils me conduisaient vers la porte de sortie, j'ai eu pitié d'un vieil homme. C'était le directeur du musée. Il avait les larmes aux yeux à cause de la destruction des tableaux. Monsieur Bollmann a souffert de son propre comportement. Il avait dit à Monsieur Müller, son psychiatre, « Je suis mon propre esclave », pour lui expliquer ce qu'il ressentait. Il était certainement une grande énigme pour lui-même. Pourriez-vous me décrire celui que vous souhaiteriez être? Bien sûr. Un homme sympathique, qui arrive à nouveau à être aimable, marié, avec 2 ou 3 enfants, pas forcément propriétaire de son logement, mais quelqu'un qui se prend en main, qui a plaisir à saluer et à être salué quand il sort. Bref, une personne satisfaite, pas compliquée. Un autre scandale artistique éclatera à Berlin en 1982, ayant pour origine un tableau du peintre américain Barnett Newman. L'œuvre, au titre quasi prophétique, « Who's Afraid of Red, Yellow and Blue », a été acquise par un cercle d'amis du musée. Peter Raue, mécène d'art, se souvient de sa découverte du tableau à New York. Je pense que je n'oublierai jamais cette impression que j'ai eue. Je n'ai peut-être jamais été aussi impressionné en découvrant une œuvre. Ces 3 couleurs, ces 2 immenses carrés de couleurs reliés par ce mince rectangle, c'était incroyable. Nous étions peut-être 15 devant le tableau et au bout de 10 minutes, il n'y avait plus personne.
Non pas parce qu'il ne nous intéressait pas, mais parce que sa vue nous était insoutenable. Cette image n'avait rien de barbare ou d'obscène. C'était sa pureté qui dérangeait. J'ai été impressionné. Et ça a eu un impact artistique déterminant pour moi. L'achat du tableau pour 2 millions de marks à l'époque suscite la controverse et déclenche une vague d'indignation dans la presse à scandale. Il y avait deux aspects qui dérangeaient. Comment peut-on dépenser autant d'argent dont on ne dispose pas? Et pour un tableau aussi insensé? C'était vu comme une provocation. Regardez comme ils sont stupides. Sous-entendu, ils ont tous perdu la tête. Cet acharnement médiatique portera ses fruits. Un peu plus de 3 mois après son acquisition, le tableau sera victime d'une attaque. Beaucoup n'ont pas caché leur satisfaction. Lorsque j'ai vu ce tableau pour la première fois à la National Gallery, j'ai entendu des visiteurs sur place dire qu'il aurait coûté, je crois, 2,5 millions de marks. Ce n'est pas ça qui m'a poussé à observer le tableau dans tous ses détails. En général, j'ai l'habitude de reculer, d'avancer, de me déplacer de gauche à droite, et ainsi de suite, pour pouvoir observer un tableau sous ses différents angles. Et c'est ce que j'ai fait là aussi. Puis soudain, il s'est passé quelque chose en moi. Je dirais que j'ai été comme traversé par un éclair. Ça peut paraître stupide quelque part, mais c'est exactement ce qu'il s'est passé. C'était comme un éclair, comme si j'avais été foudroyé de l'intérieur. Et je me suis dit que c'était curieux. Ce tableau tournera à l'obsession pour Józef K. Quelques semaines plus tard, l'étudiant, alors âgé de 27 ans, décide de retourner l'observer à la National Gallery. Il souffrait alors d'un trouble bipolaire et se trouvait à ce moment-là dans une phase maniaque. En raison du démontage d'une exposition, le bâtiment est fermé ce jour-là. Mais Józef K. parvient tout de même à y pénétrer. J'errais à l'arrière du bâtiment et j'ai vu qu'une porte était ouverte. C'est là que je suis entré au rez-de-chaussée. Je suis passé devant les personnes qui s'occupaient du démontage. Ils n'ont pas fait attention à moi. Ils ont dû se dire que j'étais un des leurs. Puis je suis descendu. Je me suis orienté assez rapidement. C'était facile d'accéder à cet espace central. Józef K., en proie à sa manie, avait prévu de créer une installation autour du tableau en disposant au pied de ce dernier des objets pour dénoncer ouvertement le scandale que représentait une telle œuvre. Et tout à coup, j'ai été pris de panique. J'ai pensé que le tableau allait sortir de son cadre pour m'engloutir. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et j'ai alors cogné dessus pour me défendre. J'étais vraiment à cran. Le tableau cherchait aussi à se défendre quand je lui donnais des coups. Là, j'en ris. Mais quand je le frappais de mon poing, ma main rebondissait. Parce que le matériau utilisé, cette toile, avec ses couleurs, réagissait. Elle était très souple. Je me sentais en détresse. C'était de la légitime défense. Je ne plaisante pas. Quand on est dans une phase maniaque, on se sent submergé. On ne fait plus attention à ce qui nous arrive. On ne comprend plus rien. Les traces de l'attaque seront graves, mais pas irréversibles. Le futur vétérinaire est inculpé pour son acte, mais la procédure sera suspendue pour cause d'irresponsabilité pénale. Une partie de la population approuvera même cette attaque. L'interprétation que Józef K. s'est faite du tableau était même probablement très proche de l'intention initiale du peintre. At one instant, one gets the whole painting.
And the painting should be unforgettable. And at the same time, there's nothing to really examine. The feeling is instantaneous. Il l'a dit lui-même. Mais d'une certaine manière, il ne s'attendait pas à ce qu'une chose pareille puisse arriver. Il s'attendait juste à ce que ce tableau puisse produire cet effet, qu'il puisse nous émouvoir profondément, que l'on se sente comme foudroyé en le voyant. Quel pouvoir peut exercer une image ? Que peut déclencher l'art chez l'homme? Peut-on trouver là les justifications de certains de ses actes? Hans-Joachim Bollmann, l'auteur d'Attaque à l'acide, a été enfermé pendant près de 15 ans derrière les barreaux et les barbelés de l'hôpital d'Oxenzoll, près de Hambourg. Quand j'étais interné dans le pavillon 18, je courais et marchais beaucoup, pendant 2 à 3 heures par jour. Si je fais le compte, j'ai bien dû courir 100 000 kilomètres. Je ne regardais jamais vers le bas, mais vers le haut, au-delà du mur. Regarder vers le haut, c'est vivre, avoir de l'espoir. C'est dans cette maison d'arrêt que Bollmann s'initie à la peinture. Je ne peux pas m'imaginer recommencer un jour à commettre de tels crimes. Je sais que j'ai causé de terribles dégâts. Mais j'ai commencé à faire un travail sur moi-même, et je pourrais prouver que j'ai changé. Personne n'a le droit de détruire une œuvre d'art, moi y compris. Le 3 janvier 2005, Hans-Joachim Bollmann est libéré. D'un point de vue juridique, la peine maximale pour la dégradation de biens appartenant à la collectivité était de 3 ans. Or, il a été détenu pendant 15 ans dans cet hôpital. Et d'après les juristes, c'était l'équivalent de 5 fois la peine maximale pour un tel délit. Après sa libération, il m'a répété à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pour rien au monde détruire à nouveau quoi que ce soit. Il voulait vraiment mener une vie normale. Puis ce cancer s'est abattu sur lui. Encore un coup du sort auquel il a réagi. Il a racheté une fiole, l'a remplie d'acide, et armé de la sorte, il a pris le train en direction d'Amsterdam. Il est allé au Rijksmuseum, où il a vandalisé un tableau monumental qui n'avait pas de grande valeur artistique, mais qui faisait quasiment figure de monument national hollandais. Bollmann est alors condamné à 3 ans de prison aux Pays-Bas, mais sera libéré en juin 2008 en raison de l'état d'avancement de son cancer. Il est alors retourné dans son 2 pièces, dans sa cité HLM, où il s'est retrouvé à nouveau complètement isolé, où personne ne le connaissait. Ce qui, quelque part, n'était pas plus mal pour lui, parce que personne ne se souvenait de l'attaquant fou à l'acide. Les gens le saluaient normalement et il en faisait de même. Il n'était qu'un individu parmi tant d'autres. Et c'est comme ça qu'il vivait dans son appartement. Le balcon donnait sur d'autres immeubles entourés de prés de couleur brunâtre. Et il est décédé peu de temps plus tard. Il a éprouvé énormément de ressentiments jusqu'à la fin de sa vie. C'était plutôt inhabituel qu'une personne ait autant souffert et vécu tellement de choses douloureuses. La vie ne l'avait pas épargné. En fait, c'était un personnage très actuel. Toutes ces frustrations qu'il avait connues dans sa vie constituaient pour lui un mobile. Et s'il pouvait se venger de ce qu'il avait subi, il le faisait. Ses actions étaient motivées. Il était une sorte de justicier moderne, comme ces activistes pour le climat qui ont vandalisé une œuvre en signe de protestation. L'art est un symbole, et M. Bollmann avait compris ce symbole qui est toujours interprété comme tel aujourd'hui. Bollmann a probablement été le plus grand iconoclaste solitaire de l'histoire.
Tant qu'il y aura des œuvres d'art, de telles attaques continueront à se produire. Comment les musées peuvent-ils faire face à cette menace à l'avenir ? J'ai examiné à nouveau le dossier sur l'attentat à l'acide. Et il avait été sérieusement suggéré de remplacer les œuvres par des copies très bien réalisées et de conserver les originaux dans des caves hermétiques. Cette proposition avait heureusement été écartée. Parce qu'au final, l'art, c'est aussi cette expérience de se trouver devant un tableau peint il y a 400 ans par un homme nommé Rembrandt et que des générations avant moi ont trouvé splendide. Et si maintenant je me retrouvais devant une reproduction de cette œuvre, il se pourrait que je ne la trouve pas du tout grandiose. C'est une possibilité. Mais je pourrais me faire une idée et dire ce que je ressens. Remplacer un original par une reproduction ou une image numérique est un sujet qui fait débat. Et peut-être qu'un jour, les tableaux les plus importants seront remplacés par des copies, ce que je n'ose imaginer pour le moment.